Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation. Une première émission consacrée au poète Rainer Maria Rilke l'avait trop peu souligné, voire même pas du tout. Il faut des fils d'Ariane pour pénétrer cet univers poétique particulièrement envoûtant et particulièrement complexe, surtout lorsque l'on aborde les deux grands ensembles que constituent les sonnets à Orphée et les élégies de Douino. Un premier fil d'Ariane est à saisir à l'aide d'un fragment des souvenirs de la princesse Marie de la Tour et Taxis, au château de laquelle naquit le projet des élégies. Ce château fortifié de Douino qui surplombe le golfe de Trieste en mer Adriatique. Le poète, écrit-elle, tracassé par la réponse à donner à une lettre d'affaires, était descendu sur les bastions du château par un sentier dominant la mer d'une 60aine de mètres, la mer écumante qui étincelait au grand soleil sous un vent violent. Soudain, au milieu de ses pensées, il lui sembla entendre dans la tempête une voix qui disait « Qui donc, si je criais, parmi les cohortes des anges, m'entendrait ?» Rilke aurait alors noté sur son calepin ces mots, les premiers de ce qui allait être la première élégie, ainsi que quelques vers venus spontanément. Il savait que le Dieu avait parlé. Et le soir même, la première élégie était écrite. Ce devait être entre le 12 et le 16 janvier 1912. Un second fil d'Ariane conduit à une lettre de la correspondance entretenue entre Rilke et Lou Andreas Salomé, cette femme de lettres germano-russe à la si vibrante personnalité, muse de Nietzsche et de Paul Rée, et ensuite amante, puis indéfectible amie de Rilke. Voici ce que Rilke lui écrit en 1911. « Personne mieux que toi, cher Lou, ne peut faire la distinction et déterminer si et jusqu'à quel point Malteux me ressemble. Si dans ce livre, ce personnage en partie fait de mes dangers, sombre pour m'épargner en quelque sorte de sombrer moi-même, ou si ces cahiers seuls m'ont enfin permis d'être pris dans le courant qui m'entraînera loin au-delà. Peux-tu comprendre qu'après ce livre, je me suis fait l'effet d'un survivant, livré au désarroi le plus profond, désœuvré, incapable d'œuvrer, jamais plus. » Le personnage de Malteux, ici évoqué, renvoie au texte de Rilke intitulé « Les cahiers de Malte Loritz Brigge », un texte inclassable quant à son genre littéraire, cahier, journal, confession, lettre à un ami, divagation historique, politique, religieuse, généalogie de l'imaginaire familial, introspection pré-psychanalytique. Ce texte est tout cela. Ce texte si troublant, si bouleversant, et à mes yeux tout aussi essentiel que le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, forme le substrat sans la lecture duquel les élégies ne sauraient être comprises. Comprises, il se peut que parfois demeurer prisonnier du labyrinthe poétique soit synonyme de salvation. Car un autre fil d'Ariane, et en somme, il y en a autant que dans la plus dessinée des toiles arachnéennes, et ce ne sera donc pas le dernier possible, un autre fil est apporté par le philosophe Martin Heidegger dans un court essai intitulé « Pourquoi des poètes ?», premier fragment d'un vers d'une élégie de Hölderlin, « Pourquoi des poètes en temps de détresse ?» Voici ce que Heidegger affirme. Pour une interprétation globale des élégies et des sonnets, nous sommes non seulement non préparés, mais encore non qualifiés.
Et cela parce que la région de déploiement d'un dialogue entre la poésie et la pensée ne peut être éclairée, atteinte et pensée, qu'à une allure lente et patiente. Qui voudrait, de nos jours, prétendre séjourner familièrement aussi bien dans la nature véritable de la poésie que dans celle de la pensée, et être en outre assez fort pour faire entrer l'essence intime des deux en l'extrême discorde, pour fonder ainsi la concorde de leur accord. En somme, les deux apostrophes se conjuguent et se font écho. L'apostrophe « Pourquoi des poètes en temps de détresse ?» et puis l'apostrophe que je citais tout à l'heure, le premier vers de la première élégie, qui donc, si je criais, parmi les cohortes des anges, m'entendrait. Enfin, avant de lire l'une des deux élégies, la 9e, je voudrais citer 2 autres extraits de lettres écrites par Rilke et qui pourront fournir des pistes aux lecteurs curieux d'arpenter le maquis des élégies et leur brouillon, puisque leur saisie ne se peut sans les correspondances, les ramifications, les thématiques que chacune d'elles entretient avec toutes les autres, comme en un flamboyant arbre de Jessé. Je cite le premier extrait d'une lettre écrite par Rilke. Souvent, je vous ai déjà laissé entendre qu'une seule ambition dominait de plus en plus mon travail et ma vie, corriger partout les vieux refoulements qui nous ont dérobé et aliéné peu à peu les secrets dont nous pourrions vivre dans une plénitude sans fin. Le terrible a effrayé, épouvanté les hommes, mais n'y a-t-il rien de doux ou d'admirable qui ne porte par moments ce masque-là du terrible ? La vie même, et nous ne connaissons rien qu'elle, n'est-elle pas terrible ? Celui qui n'adhère pas, qui n'applaudit pas une fois de la façon la plus résolue à ce que la vie a de terrible, n'entrera jamais en possession des indicibles pleins pouvoirs de notre existence, il restera en marge, il n'aura été au jour décisif ni un vivant, ni un mort. Manifester l'identité du terrible et du radieux, de ces deux visages d'une même tête divine, de cet unique visage qui ne se divise que selon la distance ou les dispositions de qui le regarde, telle est l'idée, tel est le sens essentiel de mes 2 livres, dont l'un, les sonnets à Orphée, est déjà entre vos bienveillantes mains. Et puis, cet autre extrait d'une autre lettre. Notre tâche est d'imprimer en nous cette terre provisoire et caduque si profondément, si douloureusement et si passionnément que son essence ressuscite invisible en nous. Nous sommes les abeilles de l'invisible, nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible. L'ange des élégies est la créature chez qui la transformation du visible en invisible, à quoi nous nous employons, apparaît déjà accomplie. Pour l'ange des élégies, toutes les tours, tous les palais passés sont existants parce que depuis longtemps invisibles, et les tours et les ponts encore debout dans notre existence déjà invisible, bien qu'encore pour nous matériellement présents. L'ange des élégies est le garant du plus haut degré de réalité de l'invisible, de là qu'il est terrible pour nous, qui restons encore attachés au visible que nous aimons et transformons. Tous les mondes de l'univers s'abîment dans l'invisible, qui est pour eux le degré de réalité suivant, plus profond. Nous sommes, il faut le souligner encore une fois, nous sommes, nous, ces transformateurs de la Terre. Toute notre existence, les vols et les chutes de notre amour, tout nous qualifie pour cette tâche, à côté de laquelle il n'en est aucune, essentiellement, qui tienne. Et je vais lire à présent, dans la traduction française de François-René Dely, la 9e élégie dans son entier. Pourquoi
s'il est permis que nous vivions notre délai de vie comme laurier, à peine un peu plus foncé que tout autre vert, avec, au bord des feuilles, ces vaguelettes, comme un sourire du vent. Pourquoi faut-il être homme et, fuyant le destin, y aspirer si fort? Parce que le bonheur existe. Hâtif, profit d'une perte prochaine? Oh non, ni par curiosité, ni afin d'exercer le cœur. Il y aurait cela aussi dans le laurier. Mais parce qu'être ici, c'est beaucoup, et qu'ici, tout, semble-t-il, a besoin de nous, ces choses éphémères qui, étrangement, nous appellent. Nous, les plus éphémères. Une fois chaque chose, rien qu'une fois. Une fois et c'est tout. Et nous aussi, rien qu'une fois. Et jamais plus. Mais une fois, quand ce ne serait qu'une fois, avoir été cela, de cette terre, voilà qui semble irrévocable. Ainsi, nous nous pressons, nous voulons l'accomplir, ce destin, le tenir dans nos mains simples, dans le regard qui déborde, et notre cœur s'envoie, le devenir. Mais pour en faire don à qui? Plutôt tout garder à jamais? Hélas, dans l'autre monde, qu'emporte-t-on? Pas l'art de regarder, si lentement acquis ici, ni rien de ce qui s'est passé. Rien. Les souffrances donc? Et avant tout, la pesanteur et la longue expérience de l'amour, de l'indicible donc, et rien d'autre. Mais plus tard parmi les astres, à quoi bon? Ne sont-ils pas mieux tels, indicibles? Car, lorsqu'il s'en revient des flancs de la montagne vers la vallée, ce que le voyageur rapporte, ce n'est pas, pour tous ineffable, une poignée de terre, mais un mot gagné, un mot pur, la jaune et bleue gentiane. Ici, peut-être sommes-nous pour dire maison, fontaine, pont, portail, cruche, fenêtre, verger, au plus colonne, tour. Mais pour les dire s'entend, comme jamais les choses elles-mêmes n'ont pu croire exister. Ô terre qui te tais, n'est-ce pas ton secret désir, quand tu les presses, que tout chez les amants émus tremble de joie? Un seuil, qu'est-ce pour deux amants que de l'user un peu plus, eux aussi, ce seuil ancien de leur propre porte, après ceux qui les ont précédés, avant ceux qui viendront, légèrement. C'est ici le temps du disciple et son pays. Parle et proclame, car les choses qu'on peut vivre, plus que jamais déclinent et s'effacent, tant ce qui les expulse et prend leur place n'est qu'un fer sans image et sous des carapaces, promptes à éclater, dès qu'au-dedans ce fer commence à croître et se cherche d'autres limites. Entre les marteaux, notre cœur résiste, comme entre les dents, la langue, qui malgré cela reste capable de louange. Chante ce monde à l'ange, non l'ineffable, car à lui, tu ne peux te vanter d'avoir reçu le choc de la splendeur. Dans l'univers où il ressent plus fortement que toi, tu es novice,
Aussi, montre-lui, façonné par les générations, l'objet simple et qui vit comme un autre, à portée de la main et dans le regard. Dis-lui les choses, qu'il s'en étonne, comme toi face au cordier de Rome, au potier des bords du Nil. Montre-lui, comme peut être heureuse une chose, innocente et nôtre, où même la douleur plaintive se résoudre à prendre forme et devenir chose qui sert ou meurt pour être chose, et au-delà échappe bienheureuse au violon. Car ces choses qui vivent de périr comprennent que tu les chantes. Périssables, s'en remettent à nous pour les sauver, nous qui passons plus vite encore, et pour les transformer dans le secret de notre cœur en, oh, infiniment, en nous, qui que nous soyons à la fin. Terre, c'est bien cela que tu veux. Invisible renaître en nous, est-ce pas là ton rêve, être invisible un jour? Terre, invisible, et la métamorphose, ta mission la plus pressante? Terre chérie, oui, je le veux. Il n'est plus, oh, crois-moi, besoin de tes printemps pour me gagner à toi. L'un d'eux, un seul hélas, est déjà de trop pour mon sang. Comment dire? J'ai du plus loin pris ton parti, car tu as toujours eu raison, et ton idée sacrée est la mort familière. Tu vois, je vis, de quoi ni l'enfance ni l'avenir ne s'amoindrissent, une surabondance d'être explose dans mon cœur. Je vais vous faire entendre à présent le début du texte dans la langue originelle. Warum, wenn es angeht? Also die Frist des Daseins hinzubringen, als Lorbeer, ein wenig dunkler als alles andere Grün, mit kleinen Wellen an jedem Blattrand, wie eines Windes lächeln. Warum dann Menschliches müssen und, Schicksal vermeidend, sich sehnen nach Schicksal? Oh, nicht, weil Glück ist, dieser voreilige Vorteil des nahen Verlusts, nicht aus Neugier oder zur Übung des Herzens, das auch im Lorbeer wäre, aber weil Hiersein viel ist und weil uns scheinbar alles das hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns angeht, uns, die Schwindendsten. Einmal jedes, nur einmal und nicht mehr. Und wir auch, einmal, nie wieder. Aber dieses einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal, irdisch gewesen zu sein, scheint unwiderrufbar. Und so drängen wir uns und wollen es leisten, wollen's enthalten in unseren einfachen Händen, im überfüllteren Blick und im sprachlosen Herzen. Wollen es werden. Wem es geben? Am liebsten alles behalten für immer. Ach, in den anderen Bezug, wer? Was nimmt man hinüber? Nicht das Anschauen, das hier langsam erlernte, und kein hier Ereignetes, keins. Also die Schmerzen, also vor allem das Schwersein, also der Liebe lange Erfahrung, also lauter Unsägliches. Aber später, unter den Sternen, was soll's? Die sind besser unsäglich. Bringt doch der Wanderer auch vom Hange des Bergrands nicht eine Handvoll Erde ins Tal, die allen Unsägliche, sondern ein erworbenes Wort, reines, den gelben und blauen Enzian. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, höchstens Säule, Turm. Aber zu sagen, versteh's. Et je voudrais lire le long début de la première élégie. Qui donc, si je criais,
parmi les cohortes des anges, m'entendrait, à supposer même que l'un d'eux me serre soudain sur son cœur, je périrais brisé par son existence plus forte. Car le beau n'est que le premier degré du terrible, à peine encore supportable. Et si nous l'admirons tant, c'est qu'impassible, il dédaigne de nous détruire. Oui, tout ange est terrible. Aussi, je me contiens et refoule l'appel d'un noir sanglot. Chez qui pourrions-nous donc, hélas, chercher secours? Chez les anges? Chez les humains? Non pas. Et les bêtes voient bien dans leur sagesse que nous ne nous sentons guère assurés d'être chez nous dans ce monde bien défini. Il nous reste peut-être, sur quelques pentes, un arbre à revoir chaque jour. Il nous reste la rue d'hier, l'attachement douillet à quelque habitude qui se plaisait chez nous, ne changea pas et prit racine. Oh, et la nuit, quand le vent plein des espaces du monde nous ronge le visage, à qui resterait-elle pas tant désirée, tendrement décevante, épreuve pour le cœur solitaire? Aux amants peut-elle être plus légère? Ils ne font, hélas, que se cacher l'un à l'autre leur sort. Ne le savais-tu pas encore? Largue le vide hors de tes bras vers les espaces ouverts à notre souffle, et les oiseaux peut-être sentiront d'un vol plus intime l'air plus vaste.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre un extrait, un long extrait de la 9e élégie de Rilke, dite par une comédienne en allemand. Je voulais faire cela parce que, par exemple, Vladimir Jankélévitch, un autre philosophe, a voulu, au lendemain de la guerre, ne plus jamais ouvrir un texte écrit en allemand, ni même ne plus jamais écouter un compositeur allemand. On peut comprendre pourquoi, mais bon, moi je tiens par-dessus tout à faire entendre la musicalité de la langue allemande. Et puis aussi la musique allemande, puisque vous avez pu entendre l'Andante sostenuto de la 21e sonate de Schubert, Deutsch 960. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.